peu le contraire. Donc, tout ce qui est contenu en termes de sémantique, tout ce qui est architecture, propreté de votre code HTML, tout ce qui est stratégie d'acquisition de liens, avant de vous concentrer sur ce qui va changer, reprenez peut-être les fondamentaux de votre site web. Voilà, c'était petite aparté. Si ces notions ne sont pas encore claires pour vous, j'en profite pour vous dire que j'anime une formation de 3 jours à la CCI en novembre. Ce n'est pas 3 jours consécutifs, ce qui permet même aux dirigeants de pouvoir y assister. N'hésitez pas à vous rapprocher de Lilian ou de la CCI si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces critères fondamentaux, on va dire. Alors, petite... j'entends souvent dire oui, non mais moi je fais du SEO. Alors le SEO, quand on dit je fais du SEO, c'est pas forcément que rédiger pour le web. Le SEO, ça englobe des centaines, voire des milliers de critères, de sous-critères, de mise à jour des algorithmes. Donc le SEO, c'est pas que la partie rédactionnelle. Malheureusement, ça englobe malheureusement et heureusement, ça dépend pour qui, ça englobe tout un tas de critères, dont des critères techniques sur lesquels il va falloir faire intervenir un technicien, un développeur, un webmaster, selon la technicité. Ça englobe aussi tout ce qui est notoriété de votre site web et tout ce qui est performance, tout ce que vous pouvez voir dans Google Analytics, toutes ces données, tous ces indicateurs de performance, type taux de rebond, taux de conversion, durée de la visite sur votre site, et j'en passe. Tout ça, vous n'avez pas directement la main dessus et pourtant Google l'analyse. Soit dit en passant, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes conférences à la CCI, en théorie, si vous avez un site web, il y a 2 outils qu'il vous faut absolument. Donc, si vous ne les avez pas, demandez-les à ceux qui vous ont créé le site web ou bien créez-le. Il s'agit de Google Analytics, bien sûr, et la Google Search Console. Alors, l'idée aujourd'hui, ce n'était pas de s'attarder sur les outils, mais si besoin, on en parlera tout à l'heure dans les questions-réponses. Alors, pourquoi c'est important de se concentrer sur les mises à jour de l'algorithme? A priori, si vous êtes là, c'est que vous en avez un petit peu conscience. Mais quand même, je me permets de le rappeler. Alors, de temps en temps, c'est bien de faire un petit point, un petit diagnostic, parce que ça bouge énormément. En réalité, il y a entre 2 et 3 mises à jour des algorithmes par jour. Alors, elles sont pas forcément notables, c'est souvent des patchs, mais vous imaginez sur toute une année tout ce que ça peut induire, c'est assez énorme. Et de temps en temps, il y a des grosses mises à jour qui peuvent vraiment changer la donne. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. C'est important pour tous les sites web, que vous soyez e-commerçant, que vous ayez un site vitrine, peu importe. Si vous pensez que le web vous draine des clients ou des prospects, ça vaut le coup de temps en temps de faire un petit point, un petit état des lieux. Ne serait-ce que pour détecter s'il y a des failles de sécurité, des anomalies techniques, ou si il y a vraiment des pages qui sont bloquantes, que Google n'aime pas du tout, qui vous pénalisent. Ça peut être aussi pour devancer, entre guillemets, ses concurrents, pour garder une longueur d'avance, pour activer un canal, un levier web marketing auquel on n'avait pas forcément pensé. Bref, ça peut être pour plein de raisons, mais de temps en temps, il faut mettre le nez dedans. Voilà. Mais rassurez-vous, il y a des outils pour ça. Petite intro technique, mais n'ayez pas peur, c'est assez abordable. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas une grosse matheuse, donc ce n'est pas moi qui vais vous rentrer dans la technique, mais juste pour que vous compreniez que en fait, Google investit énormément dans tout ce qui est intelligence artificielle, c'est-à-dire voilà, un système qui permet de penser, de répondre, de prendre même des décisions à la place de l'être humain. Et pour ce faire, alors il y a toujours plein de nouvelles technologies qui permettent à Google d'arriver jusque-là. Pour ce faire, il y a
l'une des façons qui est la plus connue en SEO, en référencement naturel, c'est le machine learning. Le machine learning, c'est l'apprentissage automatique. C'est-à-dire que Google, pour résoudre un problème plus ou moins complexe, utilise les mathématiques pour apprendre toujours plus du comportement des utilisateurs. Il prend en compte votre historique, vos habitudes, vos centres d'intérêt pour toujours en apprendre plus sur vous, en apprendre plus sur son propre système et vous proposer des résultats de recherche de Google de plus en plus pertinents. Alors pour ça, donc on passe, là on est du général au particulier, vous l'aurez compris. Il y a une technique qui s'appelle le deep learning. Pas forcément utile de retenir les termes, mais pour que vous compreniez. Le deep learning, c'est un des outils du machine learning qui permet de faire de l'assemblage d'informations similaires. C'est ce qu'on utilise, par exemple, sur vos iPhones, la reconnaissance faciale, utilise le deep learning. On va assembler des données, là en l'occurrence des pixels, puisque c'est une image, mais c'est exactement pareil sur de la traduction automatique, de la modération sur les réseaux sociaux qui se fait instantanément. Vous savez, par exemple, quand sur les groupes, il y a des publications qui sont automatiquement rejetées, c'est du deep learning, c'est que l'algorithme va savoir reconnaître tel mot par rapport à un autre et l'interdire. Voilà. Donc tout ça, c'est important en SEO pour les consultants comme nous. C'est important d'en avoir conscience puisque nous, notre job, ça va être de faire ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire arriver à pas contrer, mais à arriver à expliquer le comportement de ce machine learning, arriver à imiter le comportement de Google. On appelle ça crawler un site. Il y a des outils de crawl qui permettent d'imiter le comportement de Google pour mieux comprendre et anticiper les réactions, notamment lors d'une migration, lors de changements majeurs sur un site web. Voilà pour la petite explication. Alors, des changements d'algorithme, il y en a eu énormément ces dernières années et ça s'intensifie de plus en plus. Je vous ai mis les 8 principaux dont on parle le plus. Ça va être Panda, donc, qui interdit tout ce qui est contenu dupliqué. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Il y a eu Google Penguin. Alors, ils sont très créatifs chez Google. Ils aiment beaucoup les animaux. Google Penguin qui interdit tout ce qui est Google Penguin qui interdit tout ce qui est suroptimisation. Vous savez, c'était la mode à une époque de faire du scoffing, c'est-à-dire de faire du bourrage de mots-clés. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais un Skyblog et on mettait en bas de page mots-clés, point virgule, mots-clés, point virgule. Voilà. Tout ça, c'est interdit maintenant, notamment depuis la mise à jour Penguin. Enfin, c'est interdit, vous pouvez toujours essayer, mais je ne vous le conseille pas. Hummingbird, donc Colibri, la mise à jour Colibri qui est en fait toujours d'actualité et en fait ce dont on va parler aujourd'hui c'est finalement qu'une mise à jour de Colibri. C'est tout ce qui est travail autour de la sémantique des champs lexicaux, ce qu'on appelle les cocons sémantiques. On va en reparler juste après. On a du Google Pigeon, ça on va en parler aussi, c'est l'optimisation du SEO d'un point de vue local. On a le mobile avec le Mobile First Index, donc ça aussi on va en reparler. RankBrain, qui est une mise à jour de Colibri sur l'intelligence artificielle qui permet d'imiter, d'analyser la façon de parler naturelle des gens par rapport à ceux qui vont taper dans Google. On en reparle tout à l'heure. Il y a Possum, qui est tout ce qui est qui correspond à tout ce qui est mise en avant des éléments de géolocalisation dans la recherche de Google. On va en reparler un petit peu. Et puis il y a Fred, mise à jour dont on parle assez peu finalement, à y revenir de toute façon. Donc, à quoi ça sert de faire du machine learning? Alors, c'est sûr que vous n'allez pas passer votre temps à faire du machine learning. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des laboratoires de recherche. Il y a des blogueurs, entre guillemets, SEO qui font des comptes rendus. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques noms. Donc, l'impact, il est assez majeur puisque RankBrain, l'une des mises à jour de l'algorithme,
s'enrichit en permanence de la fameuse big data. Vous savez, toutes ces données qu'on partage à nos iPhones, à notre télévision, à notre ordinateur. En fait, tout ce que vous faites avec un appareil numérique entraîne de l'enrichissement des bases de données, des outils dont vous vous servez. Et toutes ces données, elles sont de toute façon, qu'on le veuille ou non finalement, elles sont enregistrées quelque part. Alors, est-ce qu'elles sont pas forcément nominatives, mais en tout cas, elles sont enregistrées. Et ce qui nous permet, enfin, ce qui permet surtout à Google d'enrichir ces algorithmes et de mettre toujours plus l'expérience utilisateur en avant. C'est-à-dire que avant, quand je dis avant, c'est il y a quelques années, le SEO, c'était 80% de technique. Il fallait avoir un site super bien construit, avec des critères très définis. Il suffisait presque de cocher des cases. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on est passé sur l'autre part de 80-20. 80% de l'importance des critères de SEO sont focalisés sur ce qu'on appelle le SXO. Alors, c'est une nouvelle abréviation qui mixe SEO, donc référencement naturel, et UX design. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. C'est comment réagit votre internaute par rapport à une page, par rapport à un contenu, par rapport à une image, par rapport à un bouton. Voilà, toute cette analyse-là, finalement, qu'on retrouve dans Google Analytics, qui est une fois de plus l'outil un peu incontournable, et le word embedding, on appelle le word embedding l'intelligence de Google autour de tout ce qui est richesse sémantique. Donc, on n'est plus que sur écrivez, plus vous écrivez, plus vous serez référencé. Si vous écrivez et que votre page n'est pas vue, n'est pas cliquée, ne suscite pas d'intérêt, vous n'aurez pas les résultats escomptés en SEO. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Et alors qu'avant, il suffisait de dire remplissez vos meta-titles, remplissez vos méta-descriptions, vous verrez, il y aura un super impact. En fait, on se rend compte que ça suffit plus, et même plus loin que ça, on se rend compte que Google finalement parfois il les réécrit nos meta-titles parce qu'en fait il s'est enrichi et il estime que tel autre meta-title que lui-même aura écrit grâce à ses algorithmes sera plus pertinente que celle que nous on s'est embêté à écrire. Donc il n'y a plus trop de règles fixes. Évidemment il y a le cœur qui reste un petit peu similaire, mais d'où l'importance de vraiment veiller aux outils de contrôle type Search Console, puisque si vous avez des alertes, il faut les traiter. C'est que Google, a priori, n'est pas d'accord avec votre stratégie. Voilà. On va passer sur ça et on va attaquer la première partie. Donc, l'idée, c'était de ne pas faire du bis repetita par rapport à la conférence de l'année dernière et d'essayer de vous apprendre, j'espère que ce sera des nouveaux outils, de vous donner d'autres perspectives. Alors, celle-ci, Google Lens, finalement, elle n'est pas si nouvelle que ça, puisque c'est une technologie qu'utilisent certains autres grands du milieu du numérique depuis quelques années, mais on n'en parle pas trop. Je vais vous montrer. Donc, Google, Bing, Amazon, Pinterest. Sur un plan moins éthique, on a aussi AliExpress qui a mis en place ce type de recherche visuelle. Alors, en quoi ça consiste ? Vous prenez une photo dans la rue d'un bâtiment, un animal, un code barre, ce que vous voulez, et la technologie de Google Lens va vous dire ce que c'est, ou si c'est un produit de grande consommation, où vous pouvez l'acheter au meilleur prix autour de vous. Donc c'est un peu finalement, on se rapproche des films de science-fiction où on porte des lunettes à rayon X et dans la lunette, on a des petites étiquettes sur ce qui nous entoure. On se rapproche un petit peu plus de ça, ce qui va considérablement révolutionner la façon de consommer, puisqu'on n'aura même plus besoin d'aller dans Google
d'ici quelques années pour chercher, je sais pas moi, il nous faut un nouvel assortiment d'assiettes. Il y a celui de chez ma copine, chez qui j'ai mangé hier, qui me plaît. Hop, je prends une photo et Google sera en capacité de me dire où je peux l'acheter. Donc c'est le futur. C'est encore un peu discret comme technologie, mais il y a quand même de plus en plus de marques qui s'en servent. Donc vraiment, vraiment à surveiller. Si vous êtes dans la mode, la décoration, le tourisme aussi, vraiment, je pense qu'il y a une belle opportunité à saisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut développer des applis dédiées là tout de suite maintenant, mais déjà, on peut s'y préparer à ce changement. Donc, je vous ai listé là les produits qui sont concernés. Tout ce qui est livre aussi, effectivement, ça peut être assez intéressant. Hop. Donc, comment on fait pour s'y préparer? Déjà, on va aller optimiser le référencement de ces images. On en parlait tout à l'heure avec Lilian. Ça reste encore quelque chose sur lequel on ne passe pas assez de temps. Et pourtant, 80 non, c'est pas ça la stat que je cherchais, c'était 20,45. Donc 20% des recherches dans Google sont faites dans Google Images. Donc il y a encore des gens qui regardent Google Images et la part va faire qu'augmenter. Donc à ne pas délaisser. Et puis il faut savoir que Google Images et Pinterest, qui est un réseau social basé sur les images, ont de plus en plus de technologies similaires. C'est-à-dire que si vous renseignez correctement les micro-données, on va en parler juste après, de vos images, Pinterest n'en sera que plus performant. Hop, donc je vous ai mis des petits rappels pour optimiser vos images. Donc voilà, ça fait partie des recommandations basiques, mais au cas où, je vous les ai remises ici. Donc le nom du fichier, l'attribut alt, qui est l'alternative textuelle de votre image. Sans ça, si vous contentez d'avoir des images qui s'appellent image 1, image 2, image 3 de votre article de blog ou fiche produit ou ce que vous voulez, dites-vous qu'en fait, personne dans Google Images, a priori, va taper image 1, image 2, image 3. Donc, soignez-les vraiment, c'est hyper important. Et contextualisez, c'est-à-dire que si votre nom d'image ne correspond pas du tout à ce que vous racontez dans la page dans laquelle l'image est hébergée, Google, il ne va pas trouver ça cohérent. Donc, vous avez moins de chances que votre image remonte dans les résultats de recherche de Google. Il y a de plus en plus aussi de publicités AdWords, donc ce que vous voyez ici en bleu là, qui apparaissent dans les résultats de recherche de Google. Donc on va développer un automatisme de plus en plus fort sur nous utilisateurs, je veux dire, sur cet onglet Google Images. Donc travaillez aussi le format de vos images, le poids aussi, parce que Google cherche à l'économie, mine de rien, hein, parce que crawler, scanner autant de millions, de milliards de sites web chaque jour, ça lui coûte de l'argent. Donc, si vos images sont trop lourdes, il va saturer, il va pas les scanner. Donc, pensez au format et au poids des images, c'est très important. À l'authenticité, hein, vos images que vous avez eues dans des bibliothèques libres de droit où on voit des personnages avec le sourire bright et tout ça, bon ça, il ne va pas l'indexer, hein, c'est vu et revu. Donc, si votre secteur d'activité le permet, ou en tout cas, s'il y a une nécessité, faites vos propres photos. Plus ce sera authentique et original, plus Google va l'indexer puisque ce sera nouveau pour lui. Et n'oubliez pas qu'il sait reconnaître si c'est nouveau puisqu'il analyse pixel par pixel vos photos. Et ensuite, petit point technique, le sitemap, fameux sitemap que Google trouve dans la Google Search Console, donc qui est le plan du site, en fait, l'ensemble des URL qu'on autorise Google à crawler, à scanner. Si on fait un sitemap dédié aux images, elles seront normalement, alors ça dépend de plein de choses encore une fois, mais il y a plus de chances que Google les favorise dans son référencement. Voilà, pour les petits rappels, on passe au volet numéro 2. Je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière conférence. Le SEO vocal, on avait dit attention à surveiller. D'ici 2020, 50% des requêtes seront vocales.
Donc, quand je dis vocal, c'est tout ce qui est OK Google, commande-moi des sushis pour ce soir. C'est dis Siri, quel temps il va faire demain. Voilà, ce genre de requêtes avec les assistants vocaux, hein, que ce soit sur mobile ou Google Home ou tous ces trucs-là. On est un petit peu en dessous de ce qu'on avait prévu, puisque aujourd'hui, là, en 2020, on est à 20% des requêtes Google en France. Hein. Aux États-Unis, on n'a pas les mêmes statistiques, mais 20% qui sont vocales. Et sur ces 20%, il y en a 85% qui sont effectuées sur smartphone. Donc, on va en reparler après sur le mobile first et l'importance du responsive. Mais c'est assez intéressant et on voit que les courbes prévisionnelles voilà, montent en flèche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en SEO, il va falloir adopter une nouvelle ligne éditoriale. Donc, tout ce qui est... alors moi, ça me fait plaisir parce que dans le monde de la com et du marketing, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est rigide. C'est mon côté créatif. On va devoir revoir le contenu rédactionnel de vos pages en essayant d'avoir une ligne éditoriale un peu plus naturelle, un peu plus spontanée, euh, comme, comme vous le diriez à Google. C'est-à-dire que si voilà, quelqu'un qui cherche dans OK Google, trouve-moi la meilleure bobine de fil pour faire une suspension en macramé, si dans la page cible, il n'y a pas exactement, ou en tout cas de façon très proche, cette phrase exactement, vous allez avoir du mal à remonter. Donc, ça veut dire qu'on va travailler ce qui est la longue traîne. Donc, je vous ai mis pour rappel le petit schéma sur qu'est-ce que c'est de la courte ou de la longue traîne. Donc, faire du bourrage de mots-clés avec un mot-clé partout, type voilà, voyage, ou deux, trois mots, voyage en famille. Alors, voyage en famille, déjà, c'est pas mal, mais ce qui va nous intéresser de plus en plus avec la commande vocale, ça va être la longue traîne, c'est-à-dire un ensemble de 4-5 mots-clés qui représentent vraiment une intention d'achat ou une intention d'information très précise. Donc, on va vraiment travailler en même temps, on le verra tout à l'heure, ce qu'on appelle l'autorité sur une thématique donnée. Donc, on va rechercher de l'expertise au niveau du rédactionnel, donc ce qui n'est pas plus mal parce que c'est vraiment différenciant, je trouve, par rapport à la concurrence. Si vous êtes sur un marché de niche ou si vous vendez des produits très spécifiques, c'est l'occasion de vous mettre en avant en parlant, en matérialisant par la rédaction votre expertise. Euh, alors, on pourra reparler si ça vous intéresse de la longueur des contenus, qui va être de plus en plus exigeante. Enfin, Google va être de plus en plus exigeante par rapport à la longueur des contenus, même si Google dit bien que c'est pas parce qu'une page comporte beaucoup de mots qu'elle va être bien référencée. C'est vraiment très aléatoire par rapport à votre univers et par rapport à la concurrence. On en reparlera tout à l'heure avec le Google EAT. Donc, revoyez votre ligne éditoriale, essayez d'être spontané, d'être aussi léger finalement que ce que vos prospects donneraient comme commande à Google pour trouver vos produits ou vos services. Essayez d'imaginer, de faire preuve d'empathie, essayez de vous poser des questions autour de vous. Qu'est-ce que vous taperiez pour trouver tel ou tel produit sur Google? Essayez d'être au plus proche de ça. Ça veut dire, donc petite astuce, qu'il faut passer au mode conversationnel. C'est la grande mode de tout ce qui est dans les métiers du content marketing, c'est-à-dire de la rédaction. C'est-à-dire je revois ma ligne éditoriale en posant des questions. Vous savez, les fameux QQ, c'est occupé là qu'on voit souvent dans les formations commerciales, qui, quand, quoi, comment ou pourquoi, etc. On va essayer de l'intégrer dans nos articles de blog, dans nos fiches produits, etc. Donc, je vous ai mis deux outils qui sont plutôt pas mal, que j'aime beaucoup utiliser pour ça. C'est Answer the Public et One.fr, qui ont des formules freemium qui sont plutôt intéressantes. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver des questions. Vous savez, les fameux PAA dans Google, et People Also Ask. Quand vous tapez une question dans Google, on vous met une autre série de questions juste en dessous. Donc, ces questions-là, elles ne sont pas là par hasard, ça veut dire qu'elles sont tapées, elles sont populaires. Donc, si elles sont populaires, inspirez-vous-en, intégrez-les si ça correspond à votre produit, votre service dans vos pages de contenu. Si vous n'avez
si votre site ne se prête pas à ça, c'est-à-dire vous n'avez pas encore de blog, c'est compliqué, vous n'avez pas le temps, etc. Eh ben, rédiger des FAQ. Les FAQ sont très bien positionnés généralement. Alors, attention, hein, ça dépend du secteur d'activité, de la popularité de vos produits ou services. En tout cas, ça peut être une bonne façon de poser des questions tout en se prenant pas la tête entre guillemets à illustrer avec une photo, etc. Même si des FAQ illustrés, c'est le top du top. Mais voilà, créer des FAQ, ça peut être pas mal, ne serait-ce que pour les sites marchands, pour tout ce qui est passage de commandes. Hein, si vous avez un site qui a quand même qui commence à avoir une belle fréquentation, des FAQ, ça peut permettre déjà de diminuer le taux de rebond sur le tunnel d'achat. Donc, ça peut être assez intéressant. Le FAQ ne doit pas pour autant être une page morte, c'est-à-dire qu'elle doit être maillée à d'autres pages du site avec des liens, ce qu'on appelle du linking interne, donc des liens qui rapporteraient du jus, on appelle ça du jus SEO, à d'autres pages avec des call to action, c'est-à-dire des boutons d'appel à l'action, type en savoir plus, en voir plus, s'inscrire, s'abonner, ce qui vous semble pertinent et qui vont rediriger vers d'autres pages du site. Voilà. On travaille bien sûr son balisage HX. HX, c'est les balises H1 à H6 que vos pages web doivent comporter. Vous vous souvenez, normalement, une page web, c'est obligatoirement une balise H1. Ça, c'est le strict minimum imposé par Google. On peut aller jusqu'à H6, mais attention, il faut bien que ce soit dans l'ordre. J'ai un petit outil que j'aime bien pour vérifier si mes balises sont dans l'ordre. Si on n'aime pas faire un clic droit inspecter, le code, c'est pas toujours très sexy, qui s'appelle outiref.com, qui a été développé par un blogueur SEO, qui est assez sympa pour la petite astuce. Et bien sûr, on suit ses performances. Il ne s'agit pas de rédiger dans le vent. On regarde si ça a des conséquences et on regarde si c'est favorable ou pas. Est-ce que ça apporte du jus SEO à d'autres pages? Donc tout ça, on le retrouve avec Google Analytics. Hop, et on essaye de viser la position 0. On en avait parlé à la dernière conférence. La position 0, c'est cette position, si vous tapez comment faire une tarte aux pommes, cuisson, œuf à la coque, algorithme Pythagore, etc. Vous allez avoir ce qu'on appelle des positions 0. C'est des résultats de recherche dans Google qui sont encadrés. En fait, quand vous voyez ça, c'est qu'elle a été élue, entre guillemets, par Google comme étant la meilleure réponse à la question que vous venez de poser. Alors, pourquoi? Tout est une question d'algorithme, encore une fois. Et on se rend compte que dans ces positions 0, c'est assez intéressant. On a soit des définitions, finalement, de 30 mots à peine, soit des listes à puces, soit des listes numérotées, ça peut être des tableaux, ça peut être des choses classées. Donc c'est assez intéressant d'avoir des pages de blog référencées en position 0, c'est plutôt pas mal. C'est une très belle performance en SEO. Mais en version marchande, ça peut aussi avoir des répercussions pas forcément positives. Je m'explique. Une fois que vous donnez la réponse en position 0, il n'y a plus besoin de cliquer sur votre lien. Donc, attention, il faut en dire un petit peu. C'est d'ailleurs, ah non, je croyais que je l'avais mis en conseil. C'est d'ailleurs, voilà, il faut en dire assez pour susciter l'intérêt, mais pas trop, sinon les gens ne cliquent pas. Donc, tout dépend de votre stratégie, mais la position 0 peut être très intéressante. Hop, j'espère que je ne vais pas trop vite. Sinon, on reprendra bien sûr dans la partie questions-réponses toutes les explications ou les approfondissements. Alors, Google BERT, c'est la nouvelle mise à jour de Google. Donc, on a eu Panda, on a eu Colibri, Phantom, je ne vous en ai pas parlé parce que comme son nom l'indique, c'est une mise à jour Phantom. On ne sait pas à quoi elle fait référence. Donc, et la prochaine majeure, ça va être Google BERT. Alors, elle est déjà plus ou moins en cours, surtout dans certains pays. Elle va permettre à Google d'améliorer encore plus la pertinence des résultats de recherche dans Google quand on a une question de plus longue traîne. Pourquoi? Parce que face à l'augmentation des commandes vocales, il a bien fallu que Google réagisse. Donc, on a tendance
quand on demande quelque chose vocalement, à utiliser à peu près, la moyenne, c'est 15 mots. Alors qu'à l'écrit dans Google, on est sur 3-4 mots en moyenne. Donc, effectivement, ça ne va pas être la même chose. Donc, si Google n'améliore pas la pertinence de ses résultats de recherche, on risque d'être déçu et de peut-être changer de navigateur ou autre. Donc, Google ne veut pas évidemment prendre ce risque. Donc, il travaille sur son algorithme. Donc, Google BERT. Donc, il y a pas mal d'exemples qui circulent sur Google. Je vous ai mis la source là de ce blog que j'aime bien suivre aussi en SEO. On voit là que c'est une requête sur voilà, comment se garer quand il n'y a pas de trottoir. Et donc, si vous parlez un petit peu anglais, on comprend que la première avant BERT, ben, le résultat n'est pas forcément ultra pertinent, alors qu'après, effectivement, on considère mieux le no, en fait. C'est le no curb, donc sans trottoir. Google comprend mieux les prépositions, en fait. Je vous ai mis les changements ici. Donc, Google BERT, quelles sont les composantes exactement? Alors, désambiguiser, ne tapez pas dans Google, ça existe, on a vérifié ce matin. Donc ça désambiguise, c'est bizarre, mais les expressions, les phrases. C'est-à-dire que tout ce qui est phrase à double sens, tout ce qui est phrase assez complexe avec voilà, des virgules, des prépositions avant, après, Google de plus en plus va arriver à les décrypter. Il va arriver à comprendre à qui on fait référence quand on utilise des pronoms. Il va arriver à résoudre tout ce qui est homonymie. Ça, c'est vrai que c'était pas forcément évident quand on tapait orange dans Google. Bon, mais orange, ça peut être la couleur, ça peut être le fruit, ça peut être la marque. De plus en plus, Google BERT va arriver à décrypter ce que votre intention d'information ou d'achat. Et pour ça, ben, c'est assez complexe. Mais en gros, il se focalise pas mal sur votre historique et vos habitudes de recherche. Il va arriver à prédire la phrase suivante. C'est d'ailleurs sur cet algorithme, Google a revendu cet algorithme à pas mal d'outils, notamment des outils de traduction automatique qui sont de plus en plus performants, type DeepL ou autre. Donc, on va arriver à traduire de mieux en mieux, d'arriver à analyser vraiment les doubles sens, à arriver à analyser aussi les sentiments. Alors, j'ai lu un article hier soir qui disait que pour arriver à faire ça, Google BERT se focalise sur des films, en fait. Google a ingéré, entre guillemets, tout ce qui est bande sonore et il arrive à classifier les sentiments. Donc, c'est assez étonnant. Et il va arriver aussi à répondre à des questions directement dans les résultats de recherche. C'est la fameuse position zéro. Vous voyez, on va en parler de plus en plus. Google BERT arrive du coup à identifier tout ce qui est offensant. Donc ça, c'est de plus en plus malheureusement le cas. Donc, vous allez être pénalisé si vous avez des avis négatifs avec des gens qui ne sont pas contents et qui utilisent des champs lexicaux un peu négatifs. Tout ça, il va arriver à le voir et du coup à en tirer des conclusions. Voilà pour ça.